Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver après ce temps d'absence dans votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Obtenir un emploi lorsqu'on vient à peine de terminer ses études est un véritable casse-tête pour les étudiants de l'université. Le marché de l'emploi exige parfois jusqu'à 10 ans d'expérience professionnelle, ce qui rend difficile l'embauche des jeunes diplômés qui n'ont encore acquis aucune expérience. Face à cette situation, que faut-il faire? Pourquoi l'expérience professionnelle demeure-t-elle pour certaines entreprises une condition sine qua non de recrutement? Que doivent donc faire les jeunes diplômés face à cela? Voilà autant de questions qui nous taraudent l'esprit et sur lesquelles nous allons discuter cet après-midi. Et justement, j'ai des amis ici sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Bien. Alors, on va se présenter pour les téléspectateurs. On va commencer par la demoiselle. D'accord. Bonsoir à tous. Je suis Pierrette Aoukou, étudiante en sciences économiques à l'Université de Lyon. Merci. Je suis Benjamin Renaud Sira. C'est un plaisir de retrouver le plateau après un temps de pause. Si c'est Roger Kamako, étudiant en lettres modernes semestre 1 à l'Université de Lyon. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entamer le débat, nous allons partir pour cette transition et revenir juste après. L'expérience professionnelle est-elle un frein pour l'embauche ou bien est-elle l'une des causes du chômage chez les jeunes? Voilà le thème que nous allons aborder cet après-midi. Pierrette, c'est ça? Oui. Quand on parle d'expérience professionnelle, à quoi on veut faire allusion? Bon, quand on parle d'expérience professionnelle, on parle du fait qu'une personne est apte à répondre à la demande d'une entreprise pour l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Benjamin? Oui, je m'aligne derrière les propos de Pierrette. L'expérience professionnelle, c'est la maîtrise pratique. Je tiens beaucoup à ce mot. C'est la maîtrise pratique que quelqu'un a d'un domaine donné. Parce qu'il faut reconnaître que les formations sont souvent d'ordre théorique et il faut que la personne acquiert des compétences pratiques avant de venir sur le terrain et montrer de quoi il est capable. Donc, l'expérience professionnelle, nous pouvons dire que c'est cet exemple-là que l'on a acquis, c'est-à-dire cette manière de faire la chose plus pratique, je dirais même pragmatique, que l'on a vu sur le terrain et que l'on a assimilé cela pour maintenant transformer ça à ses propres compétences. Parce que quand on parle d'expérience professionnelle, ça débouche sur la compétence. Roger? Oui, bien évidemment, je m'aligne très rapidement derrière Benjamin pour dire que l'expérience professionnelle, c'est cette compétence, cette connaissance acquise par une personne en vue de faire face à un travail ou bien à un métier, un boulot donné. Donc, le mot de l'expression, l'expérience professionnelle est tellement urgent et très important, capital, dans le domaine du travail. Alors, je reste avec vous, Roger. Pourquoi les entreprises, mais certaines entreprises, exigent-elles l'expérience professionnelle? Vous allez voir, dans les conditions, peut-être que vous remplissez toutes les conditions, mais il y a on dit avoir 3 ou 4 ans d'expérience. Oui, bien évidemment, comme je viens de le dire, que c'est quelque chose qui est important, puisque avouons très rapidement que nos diplômes seuls ne suffisent pas, comme vient de le dire Benjamin. Les diplômes seuls ne suffisent pas parce que les diplômes que nous avons au Togo aujourd'hui, c'est d'ordre théorique, il faut la pratique. Donc l'expérience professionnelle, c'est ce qui tient efficacement à la théorie et à la pratique. Donc l'expérience professionnelle est tellement importante parce que elle se débouche sur la pratique. Pierrette? Oui, pourquoi les entreprises demandent l'expérience professionnelle? Parce que ces entreprises, ils sont là et pour atteindre un objectif donné. Donc, pour employer quelqu'un, il faudrait que la personne remplisse
pas seulement le côté théorique, mais que la personne réponde aux attentes sur le terrain même. Donc, il faut que la personne soit vraiment opérationnelle et assez compétente pour répondre à n'importe quelle situation donnée dans l'entreprise. Parce qu'une personne qui a déjà travaillé pendant 2 ans, 3 ans dans une autre entreprise, ça veut dire qu'il a pu tenir sur le terrain en fait. Donc, devant n'importe quelle situation, il pourrait répondre. Ça, voilà. Merci. Benjamin. Oui, avant quand même de donner mon avis, je voudrais rapidement rebondir sur ce que disait Pierrette. Quand on parle de assez compétent, je ne serais pas d'accord parce que c'est ce qui renvoie les jeunes au chômage. On peut quand même accepter l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle, moi je le définis comme étant les b.a.-ba dans un domaine donné. Je vais prendre l'exemple banal de l'enseignement par exemple. Quelqu'un qui a fait le département de lettres modernes, qui a une licence, conventionnellement la personne là est une personne requise pour enseigner le collège, c'est-à-dire il peut donner les cours de français au collège, mais il ne va pas quand même se lancer dedans. Il faudrait que cette personne-là ait des notions de ce que nous appelons la pédagogie, la science d'éducation des enfants, parce qu'on ne va pas tout de suite prendre tout le monde parce qu'on est titulaire d'une licence en lettres pour venir enseigner par exemple le français. C'est juste un exemple que je donne, c'est la même chose dans tous les domaines. Donc quand on dit assez compétent, je me dis moi que le syntagme est trop fort, parce que si c'est assez compétent, on ne va même pas recruter quelqu'un, parce que je dirais peut-être pour moi ce sont les retraités qui sont assez compétents, parce que quand ils ont déjà, ce sont des gens qui ont déjà vu plusieurs facettes de la chose. Un journaliste par exemple qui a fait 50 ans dans son métier, il a beaucoup vu sur le plateau, il a beaucoup parlé, il a eu plusieurs invités, il connaît, il peut même écrire un livre et ça va devenir peut-être une théorie. Mais quand on demande à un jeune d'être assez compétent, c'est ce que je voudrais peut-être rappeler peut-être à Pierrette avant de dire, de donner peut-être ma position. Qu'est-ce que je pense? L'expérience professionnelle, les entreprises ont quand même, je ne dirais pas droit à cette latitude-là de demander aux jeunes de présenter l'expérience professionnelle. Pourquoi? Parce que après tout, quand on parle d'entreprise, on parle d'argent, on parle d'économie. Heureusement qu'elle sait de quoi je parle. Et quand on parle d'argent, je ne vais pas quand même souffrir, avoir 50 000 francs, c'est juste un exemple, créer mon entreprise, embaucher Roger qui va venir et m'aider à avoir maintenant quitter 50 000 pour 20 000. Non. Je voudrais bien que Roger soit là pour que je quitte 50 000 pour 100 000. Voilà pourquoi il y a quelques temps je disais à certaines personnes dans une discussion entre amis que toute entreprise, quoi qu'on dise, même si les gens disent au début je le faisais juste pour satisfaire mes amis, non, il y a toujours un sentiment, un vouloir pécuniaire qui se cache, qui se loge, qui se niche, si je me permets de le dire ainsi, derrière l'idée. Donc tout le monde veut avoir quelqu'un qui va l'aider à faire avancer la barque, au lieu de prendre peut-être un novice, si je me permets le mot, et de l'embaucher et pour qu'il fasse reculer l'entreprise. Donc c'est l'idée là que les gens ont derrière la tête, parce qu'il y a aussi une concurrence excessive entre les entreprises. Si je fabrique par exemple un savon artisanal et que Roger fait la même chose, Pierrette fait la même chose, Roger va vouloir embaucher les meilleurs physiciens, chimistes, je ne sais quoi, pour que l'expérience soit plus efficace, pour que le travail soit un travail de professionnel. Parce que les bonnes dames voudraient bien avoir des savons qui moussent bien. Donc c'est ce qui amène ces employeurs-là à avoir des employés qui sont tout de suite, je vais rejoindre le mot de Pierrette, assez compétents. Parce qu'ils sont à un niveau donné de la vie où ils ne veulent plus, c'est-à-dire ils ne veulent plus prendre leur temps pour penser à quelqu'un, mais on veut en même temps faire avancer le train parce que c'est le train de l'émergence qui passe. Alors si je suis bien ton développement, en fait c'est l'économie qui est la base. Oui. C'est le chiffre d'affaires que c'est le chiffre d'affaires que l'entreprise pense. C'est à cause de ça elle exige le nombre ou bien l'expérience professionnelle. Et évidemment, sinon je m'explique autrement. Quand nous prenons par exemple une entreprise où on veut avoir des jeunes commerciaux pour évacuer les produits, et quand on prend par exemple quelqu'un qui n'a jamais eu l'opportunité d'avoir un charisme pour discuter avec qui que ce soit, mais cette personne-là, vous convenez avec moi que la personne aura des difficultés dans une semaine à assimiler d'abord les b.a.-ba de son nouveau domaine. Il faut maintenant qu'il réapprenne comment aborder quelqu'un, comment lui présenter les produits, comment utiliser les techniques économiques pour amener ou convaincre, voire obliger cette personne indirectement à acheter le produit. Par contre, quelqu'un qui... l'expérience professionnelle, il faudrait quand même qu'on lui définisse sous d'autres angles. L'expérience professionnelle, c'est quand j'aide maman aussi à vendre au bord de la route. C'est aussi une expérience. Il ne faudrait pas qu'on considère l'expérience là comme étant quelque chose certifié ISO 9001. Non. Parce qu'on a aussi cette mentalité là de ce qu'on appelle l'expérience professionnelle. C'est quand c'est sur papier qu'on croit que c'est de l'expérience. Et c'est mauvais. Roger?
tu voulais réagir par rapport à ce que madame a dit? Oui, moi aussi je vais réagir, c'est seulement pour ajouter des points, bien confirmer ce qu'il a dit. Pour revenir à ce qu'il a dit, il a surtout parlé de l'économie. Et je dis aussi que quand on prend quelqu'un dans un domaine d'entreprise, par exemple, c'est pour pouvoir permettre à l'entreprise d'être développée, c'est pour pouvoir permettre à l'entreprise d'aller à un niveau élevé. Mais rappelons, quand on prend quelqu'un qui vient d'avoir fraîchement son diplôme, qui n'a aucune connaissance en la matière, on prend cette personne, qu'est-ce que ça peut amener concrètement à l'entreprise en question? C'est une question, c'est tout un tas de questions qu'on va se poser avant de pouvoir prendre les jeunes, bien embaucher les jeunes dans nos différentes entreprises. Alors, tu as abordé la question que j'allais tout de suite poser. Il y a un jeune qui vient de sortir fraîchement, vous venez de le dire, oui, de l'université. Maintenant, qui veut postuler, on lui demande l'expérience professionnelle. Imaginons que nous sommes dans un monde où c'est rien que des jeunes qui sortent fraîchement de l'université. Maintenant se pose la question, quelle entreprise va embaucher ces jeunes pour qu'ils aient de l'expérience professionnelle avant que d'autres entreprises les embauchent? Pierre. D'accord. Déjà, il faut savoir que déjà, on entre dans le monde universitaire pour réfléchir à quoi je me fais face au fait. Avoir son bac et aller à l'université, faire tout son parcours sans un pied dehors dans les entreprises, moi je pense que la faute revient à nous, d'une partie en fait. Donc, déjà aux premières années, en allant en deuxième année, je dois au moins réfléchir à ce que je vais faire sur le terrain. J'étudie par exemple l'économie internationale. Il faut que j'aille trouver des stages pour voir comment est-ce que je vais vraiment aider les entreprises après ma licence par exemple. Est-ce que je suis apte à travailler vraiment et tout. Voilà, si on prend le point de stage, est-ce qu'on peut qualifier le stage d'expérience professionnelle? Benjamin. Oui, je vais tout de suite dire que le stage, c'est une expérience professionnelle. Parce qu'au départ, on s'était convenu sur ce plateau que l'expérience, c'est quand je touche à la chose de façon pragmatique. Donc, puisque lors du stage, on va m'apprendre à vendre, à donner la monnaie, etc. Moi, je considère tout de suite le stage comme étant de l'expérience. Mais tout de suite, Pierrette a dit quelque chose dans ses propos. Elle a dit que l'étudiant, par exemple, en parcours, je suis tout à fait d'accord avec elle que quand je choisis, par exemple, d'être un consultant politique, c'est que je dois d'abord reconnaître que je suis quelqu'un qui a le verbe facile. C'est qu'un consultant politique, j'ai le verbe facile pour convaincre les gens. Et j'ai aussi l'audience derrière moi qui doit me suivre parce qu'un politicien, c'est pas quelqu'un qui est dans son coin, etc. Ils ont de l'audience. Et il faudrait également que j'établisse un plan d'action parce qu'on est entre jeunes, il faudrait qu'on se dise certaines vérités. C'est comme ça que ça va marcher quand je vais m'inscrire dans une université pour me faire former. Maintenant, elle a parlé d'aller vers les institutions. Mais il y a quelque chose que moi je déplore. Je la comprends parfaitement, sauf qu'il y a quelque chose que je déplore. Quand nous prenons par exemple les demandes de stage en fin de vacances, les communiqués sont mal rédigés. Je ne parle pas de l'orthographe ni de la grammaire, mais je parle du fond du communiqué. C'est-à-dire, on dit par exemple, étudiants en parcours s'abstenir. Non, mais c'est quelle manière là d'agir? Si on veut embaucher des gens pour travailler, je suis tout à fait d'accord qu'on interdise aux étudiants en parcours de venir passer l'entreprise. Je disais ça tout de suite, qu'ils ont des mentalités économistes. Maintenant, quand on dit tout de suite qu'on veut des gens pour peut-être goûter à la chose professionnelle, je ne vois pas pourquoi on interdit à l'étudiant là de venir toucher du doigt à la chose. Parce que plus tard, ce même étudiant aura sa licence à 2 ans, 3 ans, je ne sais quoi, et il va revenir maintenant, vous allez lui dire qu'il n'est pas compétent pour faire ce travail-là. Pourtant, il était déjà là préalablement pour avoir cette expérience-là. Voilà, Roger, surtout, on va retourner un peu en arrière. Aujourd'hui, les unités dans bien les diplômes que nos universités nous délivrent, vous allez voir par exemple, on parle de licence professionnelle, c'est-à-dire que le jeune diplômé est prêt à travailler. Mais en amour, on nous demande encore expérience professionnelle. Oui, avant d'arriver à cette question, je m'attaque un peu à Pierrette. Elle a parlé du stage. En fait, reconnaissons qu'au Togo, le stage, chercher un stage quelque part, c'est devenu de la croix et de la bannière. C'est tellement difficile de trouver un lieu de stage. Donc, il faudrait que le gouvernement
il faudrait que le gouvernement aussi fasse de son mieux pour pouvoir faciliter l'accès aux stages. Et maintenant, la question... Je parle des diplômes. On parle de, par exemple, de licence professionnelle, c'est-à-dire que dans ce cas, l'étudiant est prêt à travailler. Oui. C'est qu'en Guillaume, on le considère déjà comme un professionnel. Mais on demande encore des années d'expérience professionnelle. Oui, les années d'expérience, c'est tellement important. Quand on prend par exemple licence professionnelle, ça c'est la forme. Quand on veut rentrer dans le fond, prenons par exemple un étudiant qui a eu sa licence en lettres modernes. Demandons-nous, est-ce que l'étudiant là, il est prêt efficacement, il est tellement prêt pour pouvoir... Non, il a une Alors, licence mais est-ce que dans ce cas, on remet en cause, par exemple, la formation ou bien nos unités d'enseignement? Est-ce que, par exemple, à l'étudiant, on ne met pas la pratique en avant? Est-ce que c'est seulement la théorie? C'est seulement la théorie. On met en cause la formation qui est donnée à cet étudiant. Je prends par exemple les exemples qui sont... Et vous avez pris l'exemple des lettres modernes? Oui, je continue dans cette même logique. Quand on prend le département de lettres modernes maintenant, moi, personnellement, je me demande à quoi vaut l'enseignement de certaines UE, par exemple. On prend par exemple le latin. Benjamin, il est dans le domaine, il peut en parler. On prend par exemple le latin. Tu as ta licence, c'est pour faire quoi avec le latin? C'est pour aller parler latin dans quel pays? Moi, je ne saurais le dire. Il y a des choses, quand je veux, par exemple, on peut retourner même en arrière au collège où on nous enseignait la Chine, on nous enseignait le Japon. Tout cela, ça va aboutir à quoi? Au même moment, quand on prend un élève de 3e qui est au Togo et on prend un élève de 3e qui est à un pays, dans un pays étranger occidental, par exemple, non pas en France, on prend par exemple la Chine même, on prend la Chine, vous verrez que déjà en classe de 3e, cet élève qui est en Occident, il est capable de pouvoir fabriquer un téléphone portable, il est capable de fabriquer, bien de créer lui-même son entreprise. Au Togo, par exemple, dans la sous-région, en Afrique occidentale, plus précisément au Togo, tu es en 3e, pourquoi même pas en terminale, tu n'es pas apte de pouvoir faire quelque chose à base de ce que tu as. Par exemple, comment prendre le manioc, que faire avec le manioc, comment transformer le manioc pour avoir un résultat palpable. Au même moment, on nous met face à ces enseignements, soit disant CO2, plus des trucs comme ça. Je ne veux pas peut-être prendre la défense de ceux qui ont conçu ce programme, mais oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que quand nous prenons l'enseignement qui est donné, il faut quand même reconnaître que nos grands-parents n'allaient pas à l'école. L'enseignement ou l'éducation, si vous me le permettez de le dire ainsi, a été hérité de la colonisation. Récemment, pour la petite histoire, je corrigeais les copies des élèves d'une école dont je vais taire le nom. Et il était écrit, la question est la suivante. Qui sont les Gaulois? Petit A, les Gaulois sont nos ancêtres. Petit B, les Gaulois sont tels. Petit C, c'est le petit A qui m'a intéressé. Il y avait un petit nègre qui a choisi petit A, les Gaulois sont mes ancêtres. Tu vois un peu, c'est paradoxal, mais c'est ce qu'il doit choisir dans ces situations-là pour avoir le point. Or, pour ce petit-là qui est peut-être né à Thierry, Vaughan, etc., les Gaulois ne sont pas ses ancêtres. C'est la même chose qui se passe actuellement. L'éducation que nous avons reçue, que nous recevons d'ailleurs, que nous avons reçue, que nous aussi nous tentons d'inculquer à des gens, sont issus de la colonisation. Donc, on a toujours ce carcan-là colonial qui est toujours là, qu'on essaie de partager aux gens. Et merci que peut-être il y a des gens qui sont en train de penser le secteur éducatif. Tout de suite, Brigitte disait peut-être mettait en cause, nous demandait si on devait mettre en cause l'éducation que nous recevons. Oui, on doit mettre en cause cette éducation, mais en allant plus loin, on comprend que la faute n'est à personne. Pourquoi? Parce que tu parlais tout de suite de la Chine. Moi, quand j'étais en terminale, j'ai appris Mussolini, etc. et tout ça là, Hitler et ses consorts. Et ce qui est paradoxal, c'est que on nous a peut-être parlé de Gustave Nachtigal qui est venu et rencontrer Mlapa. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que
on m'a parlé du Togo. Maintenant, il faudrait qu'on aille un peu plus loin et qu'on me rappelle encore ce deuxième, un CM2 que Mlapa 3, c'est un roi togolais, etc. Regardez combien de temps on prend pour nous parler d'Agokoli. C'est trop peu pour moi. Regardez combien de temps on prenait pour nous parler de ce farfelu-là, Hitler, Adolf Hitler. On en a tellement parlé de long à l'âge. Maintenant, quand moi je dis par exemple que le système est en train de repenser aux choses. Quand je parle de système, je parle du système éducatif. Bien évidemment. L'approche par compétence, APC, que nos petits frères de CM1 et pour ne pas dire collège et secondaire, et primaire et secondaire sont en train d'étudier par exemple. Il n'y a plus ces consorts, ces blablabla là, ces balivernes. Quand nous prenons par exemple, je vais prendre le CE1 par exemple, on dit à l'enfant qu'il y a, avec les histoires de situation, problème, on dit qu'il y a un blanc qui est venu à Baguida, qui désire connaître la ville de Baguida. Et de ce blanc-là, c'est plus pragmatique. C'est ce que nous allons appeler plus tard expérience professionnelle. Parce qu'avant, on nous disait des choses qui sont, entre guillemets, dans les nuages. Donc, l'expérience professionnelle doit être déjà inculquée, si je n'ose pas donner déjà les solutions, doit être déjà inculquée dans ce qu'on enseigne à l'enfant. C'est peut-être là le souci que nous devons penser d'abord. Parce qu'on a mal formé la personne. Maintenant, pour peut-être finir rapidement, quand nous parlons de licence professionnelle et licence fondamentale, un étudiant qui a eu par exemple une licence fondamentale, vous convenez avec moi qu'il a besoin de faire le stage. La preuve, il y a un jeune récemment qui s'est fait former dans une grande institution dont je vais taire le nom, sur les 56 600 km² en communication et audiovisuel. Mais on était dans une structure où on devait monter les sons, etc. Il était devant la machine, mais il ne faisait rien. Par contre, un jeune qui avait son BPC et qui était avec son papa qui manipulait l'ordinateur, ce jeune-là était devenu l'ingénieur devant le diplômé titulaire d'une licence professionnelle. Vous voyez un peu, moi je me dis peut-être que le problème n'est pas à notre niveau, le problème n'est pas également au niveau de ceux qui sont en train de nous former, mais le problème vient de très loin, le problème vient de ceux qui ont peut-être conçu cette manière de nous enseigner que nous aussi on a hérité. Oui, bon, des fois, un instant, des fois, vous savez, la faute vient des fois de nous, même qui choisissons telle filière, nous-mêmes qui choisissons telle série. Je donne toujours des exemples. Après le BPC, oui, quelqu'un choisit par exemple la série A4 parce que c'est ce que mon ami a choisi. Le suivisme peut-être. Le suivisme. Quelqu'un choisit la série D parce que c'est ce que ma famille veut que je choisisse. Que je devienne docteur. Voilà, parce que dans la famille, il n'y a pas de docteur. Il n'y a pas de docteur, il y a des enseignants, mais il n'y a pas de docteur. Et des fois, je mets dans le corps professoral, notamment le proviseur et le censeur, et le censeur. De certains établissements, dans certains établissements, vous verrez que on impose aux élèves la série à faire, on impose aux élèves les filières à choisir. Bon, des fois, je les comprends, on tient compte de ce que tu as présenté comme ton parcours au siècle inférieur. Donc, on se tient compte de tout cela. Mais il faudrait, très rapidement, qu'on revoie ces choses, puisque ça a beaucoup de dégâts après la formation professionnelle, ça a beaucoup de dégâts. Il faudrait qu'on revoie ça, et sinon, ça ira toujours de mal en pire. Alors, vous parliez tout à l'heure du choix de la filière. Benjamin, vous êtes dans le domaine. Avant, il y avait des comités, on dit des comités d'orientation. Par exemple, l'élève a le BEPC. En fonction de sa compétence, de comment l'enfant évolue, on dit, bon, c'est la série A4 ou bien c'est la série... Est-ce que ça existe encore de nos jours? Oui, Brigitte, ça existe, sauf que le domaine est menacé de disparition. Avant, moi par exemple, je vais donner mon expérience parce que c'est ma vie, je peux mieux parler de ça. Quand j'avais eu le BEPC, quand vous prenez par exemple mon relevé de BEPC, j'avais de très bonnes notes en mathématiques, mais je ne sais pas par quelle alchimie. Je ne faisais pas les mathématiques. Je ne sais pas par quelle alchimie, non. Mais c'est pas par quelle alchimie, j'ai eu de très bonnes notes en mathématiques, physique. Maintenant, ce qui prévalait à l'époque, c'était quoi? On devait m'orienter vers maintenant une série. Moi, je voulais faire la série A4. C'est ce que je me suis dit. Maintenant, la famille, parce qu'il y a aussi, Roger l'avait dit, il y a aussi ces carcans familiaux là. Maman m'avait dit par exemple que elle avait eu des complications lors de mon accouchement, qu'elle voudrait que son enfant soit un médecin. Et puis, je pense que je salue peut-être de passage.
Elle a raison en disant cela parce qu'elle a eu des complications. Le fait historique, elle voudrait bien que cet enfant qui est issu de ces complications, médecine là, revienne maintenant comme médecin. Je suis d'accord avec elle. Sauf que moi, j'étais nul en mathématiques. Je ne peux pas le faire. Maintenant, je me retrouve la rentrée académique, on me place en série scientifique, pire en C. Là où il fallait être très bon en mathématiques et puis physique, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'avais fait? J'étais calmement et puis poliment aussi, il faut mettre ça en guillemets, poliment. J'étais allé voir le proviseur, je lui ai dit que c'est pas par quelle alchimie j'ai eu ces moyens-là en maths physique. Je comprends les mathématiques, mais je ne veux pas me donner aux mathématiques parce que je ne veux pas faire les mathématiques moi. Peut-être que d'autres vont mieux le faire, mais moi je ne veux pas me sentir bien en série scientifique. Il m'a dit ok, ce qu'on va faire, tes papiers disent que tu es bon pour les séries scientifiques, mais toi-même tu nous dis que tu ne peux pas le faire, on va te faire passer un test. Je suis revenu à la maison, j'ai convoqué les dieux intellectuels, je suis parti. Et Dieu faisant les choses, je suis retourné maintenant dans la série que je voulais faire. Donc, il y a aussi quelque chose. Nous, jeunes d'aujourd'hui, devons comprendre que, quoi qu'il en soit, nos parents, c'est à nous qu'on va demander l'expérience professionnelle plus tard, pas à nos parents. Oui. Donc, peut-être que les parents, eux, ils partiront, ne le souhaitent pas, mais eux, ils partiront. C'est à nous qu'on va demander cela. Donc, il faudrait peut-être que nous prenions notre destin à deux mains. Et quand on nous impose des choses, il faudrait qu'on repense et repense encore, s'il faut le dire ainsi, les choix que nous faisons. Il faudrait noter que, bon, déjà, au troisième, tu as 14 ans, autour de 14 ans, 15 ans. Tout le monde n'a pas cette faculté-là d'aller chez le proviseur et dire, défendre sa cause et dire je ne peux pas le faire et tout. Donc, je vais en même temps dire aux parents aussi de revoir ce côté-là, d'orienter leurs enfants selon leurs désirs et leurs volontés, quoi. Il faudrait écouter les enfants. Merci. Elle parle d'orientation, je vais le faire rapidement, merci. Elle parle d'orientation, je suis d'accord. Sauf que l'orientation, là, elle est aussi dangereuse. Pourquoi je dis cela? On fait l'orientation sur papier. On n'est pas là pour jouer un match de football, on va prendre quelqu'un parce qu'il porte tel dorsal, 7, on le met. Exactement. Non. Je voulais demander l'orientation, ça se fait sur quoi? Normalement, on a besoin d'être psychologue parce qu'on en forme plein à l'université de Lomé là-bas. Les gens sortent nantis de leur diplôme en psychologie. Il faut convoquer ces gens-là. Et puis, il y a également les psychologues qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Il faut convoquer ces gens-là et indirectement, on profite pour leur donner aussi l'opportunité de mettre quelque chose sous la dent, sous ce chaud soleil à dent togolais. Donc, quand on les invite maintenant, il faut qu'on va dans le passé de cet enfant-là. Parce qu'on a toujours dit, quand un oiseau veut voler, on voit déjà ces grimaces que l'oiseau a fait dès le bas âge. Il faut qu'on retourne dans le passé de cet enfant-là, puisqu'elle a parlé de 14 ans. Il faut qu'on retourne dans le passé de cet enfant pour voir quels sont les projets d'avenir de cet enfant-là. Et voir aussi comment il a évolué. Parfois, moi je dis souvent que l'examen n'est pas une chance, mais parfois la chance aussi joue lors des examens. Pourquoi? Parce que moi je suis peut-être nul en français. Voilà que je retrouve un test la veille de mon examen que je bûche. Le lendemain ça sort. Vous pensez que je vais rater l'épreuve là? Non. Je vais maintenant recopier exactement. Mon bulletin dit que je suis bon en français. Pourtant je ne le suis pas. Donc quand on veut faire l'orientation, il faudrait que l'orientation tienne compte de l'atmosphère sociale de l'individu. Il faudrait qu'on aille également dans son passé et si possible avoir l'avis de une ou deux personnes qui l'entourent. Mais la vie là ne doit pas quand même avoir un pourcentage assez conséquent sur son choix. On doit quand même tenir compte de ses émotions et tout. On ne peut pas quand même demander à quelqu'un d'être pilote pendant qu'il déteste l'altitude parce qu'il est peut-être allergique à ça. Voilà. Alors nous parlons du choix des filières. Vous êtes dans le domaine de l'économie à l'université de Lomé. Alors je vais vous poser une question assez personnelle. Pensez-vous que après vos études d'économie à l'université de Lomé, vous êtes apte à travailler ou bien il faut d'abord un stage avant d'être professionnel? Quand je viens d'entrer dans l'université, je commence déjà à réfléchir par rapport au stage. J'en ai déjà fait, j'ai abandonné et tout parce que je n'ai pas pu tenir et tout, mais bon. Comme on le dit, il faut se relever et tout. Donc, je ne vais pas faire mon parcours seulement dans les amphis, mais un pied dans l'université, un pied dehors. Et je pense qu'après tout ça, là, je serai hâte pour mon boulot. Voilà, Benjamin, monsieur de lettres modernes, dans votre domaine, c'est toujours bon.
Et Roger vient de dire Roger condamne peut-être le latin, la shit. Bon, peut-être que c'est pour l'ancien français. Moi, par exemple, je n'oserais quand même applaudir les propos de Roger. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, les expressions latines, là, moi, ça me charme. Quand on utilise ces expressions latines dans nos discours, ça met quand même la différence entre quelqu'un qui a fait les lettres et puis quelqu'un qui n'a pas fait les lettres. Quand nous prenons, par exemple, quelqu'un qui vient fraîchement de la France et qui parle le français, on ne peut pas comparer cette personne-là à quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui tente de parler le français. Parce que le département de lettres, il faut reconnaître que c'est un territoire qui représente valablement cette langue-là. Et le latin, c'est une langue mère au français. Il va falloir qu'on ait encore des notions de cette langue. Quand on prend l'ancien français, parce que c'est le français qui a donné le français contemporain que vous et moi utilisons actuellement. Donc, il faut qu'on ait recours à ces choses-là qui vont nous permettre de bien parler. Je m'explique encore mieux. Quand nous prenons par exemple la langue que les gens parlent au Canada, par exemple, ou au Québec, je vais prendre pour le Québec, le français qui est parlé au Québec, quand tu dis par exemple à un Québécois que je vais te taper, il ne va pas comprendre. Or, le français québécois est issu de la langue française. Eux, ils parlent comme les Ivoiriens, par exemple. Ils disent, le jeu, c'est le yé. Donc, on ne peut pas étudier le québécois sans penser au français, parce que c'est une langue qui a quand même accouché l'autre langue, là, si je peux le dire ainsi. Donc, il faut nécessairement qu'on le fasse. Maintenant, en ce qui concerne la formation qu'on suit de l'autre côté, je le disais tout de suite, au département de lettres, on apprend qu'à manipuler la langue de Molière, rien de plus. Donc, quelqu'un qui veut, par exemple, devenir un traducteur, tu ne peux pas quand même sortir avec un master au département de lettres et brandir ce diplôme-là pour aller dans une boîte pour faire la traduction. Non, il faut préalablement que tu viennes dans la boîte, savoir comment on manipule les logiciels. J'ai fait l'expérience au niveau d'une entreprise où on fait la traduction des petits bouquins là, des religieux là et tout. J'ai compris que c'est carrément différent. On m'apprend à bien parler le français et comprendre, mais on ne m'apprend pas quand même à traduire. Parce qu'il y avait un logiciel auquel je devais faire face, je devais faire face. Il faut maintenant que je maîtrise comment on manipule le logiciel là. Et il a fallu du temps pour que je le maîtrise. Donc, il faut quand même reconnaître que quand c'est la licence fondamentale, il faut encore nécessairement faire un stage. Et Pierrette nous a peut-être proposé une solution ou un consensus. Il faut un pied dedans, un pied dehors. Alors, Roger, est-ce possible que quelqu'un qui a l'expérience professionnelle ne soit pas compétent? Parce que Benjamin l'a dit, quand vous avez parlé de la définition, expérience professionnelle, c'est relatif à la compétence. Est-ce possible, par exemple, quelqu'un qui a fait, qui a 10 années d'expérience professionnelle, est-ce que c'est possible que cette personne ne soit pas compétente? Cette question, je vais la répondre en deux parties. En une partie, je dirais non. En une autre partie, je dirais oui. Je dirais non, que bon, tu peux avoir l'expérience professionnelle, mais ne pas être compétent. Pour ce thème, c'est un thème même qui est tellement adéquat, un thème tellement... un thème vaste qu'il faut aller même au fond. Donc, tout ce que moi j'aurais dit ici, c'est-à-dire qu'il faut voir premièrement la forme et il faut voir le fond. Quand on prend l'expression, l'expérience professionnelle, donc ça sous-entend que tu dois être compétent en fait. Si on dit que tu as de l'expérience professionnelle, ça veut dire que tu es compétent. Mais ça peut arriver que tu ne peux pas être compétent en mesure où ça c'est seulement le titre que tu dis, comme Benjamin dit de brancher le diplôme en l'air, dit que j'ai le master, j'ai la licence, etc. Donc ça ne veut pas dire que lorsque tu as on t'appelle, ou bien tu as suivi tu as fait des expériences, donc ça veut dire que tu es compétent. Ça peut arriver et c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qui est normal. Il faut que si tu as de l'expérience professionnelle, tu dois être compétent, selon la définition même de l'expression, l'expérience professionnelle. Ça fait recours à la connaissance, ça fait recours à la compétence de la personne qui a suivi ces moments d'expérience-là. Voilà. Benjamin, avant de venir, Pierrette, donc si je comprends bien, est-ce qu'on doit mesurer l'expérience professionnelle avec la compétence ou bien l'expérience professionnelle avec le nombre d'années, par exemple, que vous avez eu à faire dans une entreprise? Je dirais qu'on ne peut pas mesurer l'expérience professionnelle au nombre d'années qu'on a fait dans le domaine-là.
Parce que déjà, si on voit aujourd'hui, on fréquente, comme tu prends l'exemple des gens qui font série A4, mais après, à l'université, ils font des trucs littéraires parce que c'était pas leur voie et tout. C'est-à-dire, on suit les mêmes trucs là, mais au fond, on ne se donne pas en fait. C'est juste le titre qu'on veut et on veut l'argent, mais tu dois travailler en fait. Donc, du coup, je me dis, ouais, c'est la compétence qui mesure l'expérience professionnelle, si je peux le dire comme ça. Ok, donc c'est la façon dont tu es sur le terrain qui mesure ton expérience professionnelle en fait. Donc peut-être que Benjamin peut venir dans une entreprise avec son titre expérience professionnelle 10 ans, mais ne peut rien faire. D'accord. Et moi je peux venir avec 3 ans, ou bien 2 ans, ou bien 1 an même. Je maîtrise même le logiciel plus que toi. Donc c'est la réalité sur le terrain. Et là-bas je vais ajouter aussi que bon, il y a aussi question du choix que toi-même tu as apporté et aussi question question de destin, de don. C'est-à-dire c'est un don pour certaines personnes. Quand je prends ce que nous faisons, par exemple, ce que nous faisons ici, on peut former quelqu'un pour 10 ans, mais il ne sera pas capable de le faire. Peut-être quelqu'un même qui n'est pas formé, il est venu, on lui dit, on fait ça comme ça, il vient, il peut faire ça. Donc il faut reconnaître aussi que des fois, il faut qu'on fasse appel à notre intérieur. Est-ce que c'est ce que le Créateur m'a donné de faire? Pourquoi je fais même ce choix? C'est la question même qui est fondamentale. Pourquoi je fais ce choix? Il faut retenir ça. Pourquoi je fais ce choix? Est-ce que c'est ce qui m'est destiné à faire? Donc c'est ce que je voulais ajouter à cette propos. Mais bon, on ne peut pas dire aux entreprises de se tenir en fait que tout le monde n'a qu'à mener son dossier, on va voir comment vous agissez sur le terrain. C'est pour ça, eux, ils veulent le papier, parce que le papier, normalement, ça doit être quelque chose qui est... Bon, qui atteste que vous avez... Voilà. Mais malheureusement, on peut falsifier les papiers. Mais Benjamin, tu le permets. Mais quand je ne coupe pas la parole, mais Benjamin l'a dit, l'expérience professionnelle, c'est pas quelque chose de... C'est pas toujours, entre guillemets, institutionnel. Pas seulement. Oui. Pas seulement oui. Institutionnel. Peut-être, il a donné l'exemple d'aider peut-être maman à vendre au bord de la route. Et ça dépend du domaine. Oui. Vous me comprenez? Ça dépend du domaine. Par exemple, les agents commerciaux qu'on recrute maintenant, si j'aide maman à bien vendre et tout, ça ne serait pas les mêmes choses au niveau des entreprises. C'est bon. Je suis tenté de dire que pour régler ce problème, il faut peut-être, si vous permettez, je vais créer le mot peut-être pour le dire, un professionnel-maître. C'est-à-dire, professionnel-maître, on va mesurer les compétences des gens. Alors, on reconnaît l'artisan. Les gens sont là avec une licence en géographie. Maintenant, on a 10 jeunes qui sont là. Il y a une organisation non gouvernementale, ONG, qui veut recruter 10 géographes pour faire un documentaire dans un pays, etc. Et 10 géographes sont là. Or, on a besoin de 5. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut maintenant faire un tri. Et les gens disent souvent qu'il faut prendre les meilleurs. Il y a des gens qui sont meilleurs sur papier, mais la tête, excusez-moi, la tête n'est pas bien faite. C'est une tête bien pleine. Il fait semblant d'être compétent, mais en réalité, il ne l'est pas. C'est un débrouillard. Oui, mais je suis plutôt avec les débrouillards. Il y a des gens qui sont des débrouillards, il ne l'a pas appris quelque part, mais il arrive quand même à faire de son mieux. Il n'est pas quand même meilleur, mais il n'est pas aussi passable, il est assez bien. C'est un peu ça. Donc, moi, je préfère plutôt qu'on ne pense pas à l'expérience sur papier. Parce qu'il y a une phrase qui boucle souvent les attestations professionnelles, dit « En foi de quoi je lui délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit. » Ça veut dire qu'il a le droit quand même de brandir ce papier. Et je vais même jusqu'à dire que tu ne peux pas quand même lui dire qu'il n'est pas compétent. Parce qu'il y a un papier qui dit qu'il est compétent. C'est un bon exemple, c'est pour le bac, on dit tel nom, on dit Kodjo a été jugé digne. Et en bas, il y a un mot qui m'intéresse, on dit l'impétrant. L'impétrant, c'est celui qui mérite quelque chose. Oui. Moi, ça m'intéresse ces mots-là qu'on utilise. Maintenant, je suis d'accord avec les entreprises qui vont jusqu'à recruter plus que le nombre. On laisse les gens évoluer dans la boîte, on déniche les meilleurs, les dévouer à la chose. Parce qu'il y a des gens qui viennent également pour le plaisir. Parce que je suis à la maison, les amis vont me demander qu'est-ce que moi je fais. Quand on prend par exemple l'exemple de certaines personnes, vous allez voir quelqu'un,
il a peut-être un master, on l'a embauché pour quelque chose, il n'est pas payé suffisamment par rapport à ce qu'il fait comme travail. Peut-être qu'il se déplace pour le travail 20 fois dans le mois, je ne sais quoi. Mais vous allez voir que la personne là, il est peut-être dévoué à ce qu'il fait. On va peut-être juger aussi les gens sur ces bases-là, au lieu de les juger sur le papier. Parce que le papier, c'est dangereux. Les vieux à la maison ont compris cela, ils nous disent souvent quoi. Quand on finit notre cursus au lycée et qu'on veut rentrer dans la spécialité, qu'est-ce que les vieux nous demandent? Ils disent souvent, il faut faire quelque chose qui va ramener l'argent. C'est ce que les vieux nous donnent comme conseil très tôt le matin. Ces vieux-là ont compris. Il faut plutôt qu'on arrête de demander aux gens qu'est-ce que le papier dit que tu sais faire. Demandons plutôt aux gens qu'est-ce que tu sais faire. Fais-le. Allons reconnaître l'artisan. Au lieu de demander aux gens qu'est-ce que le papier prouve. Parce qu'avec l'argent de nos jours, on a 1001 moyens pour avoir 1001 papiers dans nos dossiers et brûler les CV. Et pourtant, on n'est pas compétent pour faire ces choses-là. Et les entreprises risquent maintenant de tomber en faillite au détriment de prendre les gens qui sont à côté, qui n'ont pas 1000 papiers, mais qui peuvent faire l'affaire. Voilà. Roger, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce que Benjamin a dit? Oui, s'il faut ajouter, je voulais seulement venir au niveau des conseils dont il parle, que les vieux nous donnent. Ça dit, là, si je veux parler là-bas, je veux parler de ce point, ça dit, il faut avouer que c'est une faute aussi des fois à nos gouvernants, parce que le métier là, on dit souvent qu'il n'y a pas de saut métier, mais il y a des sauts sciences. On prend un métier, par exemple, entre griffes, on traite le métier là comme un métier tellement subalterne. On considère le métier comme un métier qui ne vaut rien. Or, nous savons, vous et moi, qu'il n'y a aucun métier qui n'a pas sa place d'être. Tout métier a sa place d'être. Donc, si tout métier a sa place d'être, pourquoi ne pas donner ce qu'il faut à ces personnels? Pourquoi ne pas bien mettre les personnels à l'aise? Pourquoi ne pas... C'est-à-dire, quand quelqu'un se trouve, par exemple, dans un domaine, par exemple, qu'il aime tant, après des années, il réalise que non, que son prochain avec qui il a eu son master, il est dans un autre domaine, mais ça rapporte trop de l'argent. Pourquoi ne pas rejoindre son camarade? Pourquoi ne pas rejoindre son ami? Donc c'est ce qui fait des fois que les gens quittent leur poste qui leur même est destiné et ils vont dans des autres postes qui ne leur sont pas destinés. Voilà. Pierre, nous sommes dans une émission de jeunes et en tant que jeune, quel conseil donneras-tu à un de tes amis qui n'a pas d'expérience professionnelle mais qui veut bien être recruté? Quel conseil? Recruté. Oui. Qui veut travailler en fait quoi? Oui. Mais qui n'a pas d'expérience professionnelle. L'entreprise dans la... Oui. La personne a son diplôme. Oui, c'est le diplôme. Le diplôme, c'est dans la personne. Ah, comme on le dit, maintenant les entreprises cherchent des personnes qui sont expérimentées. Donc, je me dis, il n'est pas trop tard pour aller au niveau des stages. Moi, c'est important pour moi. Il n'est pas trop tard pour aller au stage parce qu'on se dit, on a le diplôme, mais c'est pas, si tu vas dans l'entreprise, c'est autre chose carrément en fait. Et il y a la pression aussi là-bas à supporter. Et puis nous sommes jeunes aussi. On peut craquer à un moment donné. Tu vas croire que la personne te maltraite ou bien... Mais c'est ça quoi. Alors que tu n'es pas habitué. Donc il faut aller au stage d'abord. Et tu vas voir si tu as mérité vraiment ton salaire qu'on va te donner. Voilà, Benjamin. Oui, à nous jeunes, je pense que nous devons quand même épouser par moment les initiatives que le gouvernement tente de nous donner. Moi, je salue du passage quelques initiatives que le gouvernement tente de faire. Ce n'est pas quand même suffisant, il faut le dire, mais ils font quand même de leur mieux. Il y a de ces jeunes-là qu'on recrute, je ne sais pas si c'est l'Agence nationale du volontariat, etc. On donne, ça c'est l'État qui donne l'opportunité à ces jeunes-là. Venez, on va vous donner l'opportunité de goûter à la chose. Et c'est intéressant. Parce que quand c'est pour l'État, c'est plus conventionnel et puis on ne peut pas tout de suite te virer comme ça. Puisque quand c'est pour Benjamin peut virer, mais comment l'appelle-t-on? Et Roger, quand il essaie de toucher à mes biens personnels. Donc c'est très facile, mais quand c'est pour l'État, il faut faire des démarches avant de voir quelle décision prendre. Quand c'est pour l'État, c'est plus conventionnel, je venais de le dire. Donc nous jeunes devons quand même accepter ces initiatives-là.
Et aussi, nous devons avoir l'idée sur les possibilités que nous avons. Je causais avec un ami qui me disait que lui, qui ne savait même pas que les jeunes ont l'opportunité d'aller à la mairie pour discuter avec le maire et les conseillers municipaux dans les séances plénières. J'ai dit non, mais mon ami, c'est ce que moi je fais depuis que les maires là sont élus. Non, mais ils sont là pour nous, il faut prendre des clichés, il faut aller vers eux. Quand tu as l'habitude d'utiliser l'arme que l'État te fournit, je crois que ça peut aussi nous permettre de faire quelque chose. C'est ce que je voudrais dire par rapport à l'État. Maintenant, à nous jeunes, nous devons quand même comprendre que on a beaucoup qui fréquentent. Avant, on allait chercher les gens. Nos parents nous ont dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce mythe, je crois qu'il est un peu fondé. On allait chercher les gens dans la brousse, les forêts, pour qu'ils puissent venir fréquenter. Mais maintenant, tout le monde amène son enfant. L'État a encore dit que le couple humain est gratuit. Imaginez combien sont les gens qui sont maintenant diplômés. Donc, il faudrait que nous prenions cette phrase-là des chrétiens qui disent souvent que diplôme publié, quoi. Que il faut, avant d'atteindre le ciel, il faut lutter. C'est la persévérance, le déterminisme, l'abnégation. Il faut aussi que nous disions la vérité de temps en temps. Quand je sais que moi, Benjamin, je ne peux pas faire la mécanique parce que je ne maîtrise pas ça, il ne faudrait pas parce que mon ami gagne l'argent dedans, je vais commencer par l'envier et vouloir aussi me lancer là-dedans. Non, il faut que je reconnaisse mon don que j'ai. Le message est passé, Roger. Il faut chercher le meilleur, il faut chercher à être expert, de l'expertise en fait. Puisqu'aujourd'hui, Benjamin vient de le dire, il y a pas mal de diplômés au Togo. Il y a des gens qui ont le diplôme, ça fait qu'il y a des gens qui ont le diplôme, mais ils ne sont pas compétents, ils ne sont pas aptes à répondre aux réalités du terrain. Donc il faudrait que quand tu optes pour une faculté, par exemple, quand tu optes pour un développement, autant pour moi, par exemple, il faut chercher à être meilleur, il faut chercher à être plus excellent en ce que tu fais. Il ne faut pas seulement vouloir que nous sommes, c'est-à-dire, mille léos, mais des fois, les gens font des choses parce que... tu fais parce qu'on fait, en fait. Parce qu'on fait, et on fait des choses à la peu près aussi. C'est ce qui est mal. Il faut faire la chose. Dis-toi que si il y a une seule personne admise, ça devait être moi. Il doit y avoir on doit cultiver chaque temps cet esprit-là, cet état de choses, chercher à être meilleur plus que les autres et non suivre aussi les gens bêtement. Voilà. Vous l'aurez compris, hein, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés comme ça à la fin du débat. Mais bien avant de refermer définitivement les portes de ce numéro, nous allons partir pour la dernière rubrique Top secret de la langue de Molière. Voilà, retour sur ce plateau au pays de Molière. Alors, comment se porte Molière se porte bien? Oui, Molière se porte très bien et puis il est très content de dire à nos téléspectateurs qu'ils doivent prendre leur stylo parce qu'il y a longtemps ils n'ont plus noté et puis ils doivent encore, si possible, prendre des cahiers de 200 pages parce qu'il y a assez de place, je crois. Rapidement, si la réalisation le permet, nous allons partir avec l'expression du jour. L'expression du jour, il s'agit de l'expression latine in fine. C'est une expression que nous utilisons habituellement, mais d'aucuns ne connaîtront pas peut-être le sens. Ça s'utilise pour dire à la fin. Donc, in fine veut dire à la fin. Donc, pour exemple, je peux dire par exemple, in fine de l'événement, j'ai décidé de laisser tomber cette affaire d'expérience professionnelle. Ça veut dire que à la fin de l'événement, j'ai décidé de laisser tomber cette affaire d'expérience professionnelle. Donc, in fine est une expression latine qui signifie à la fin. Deuxième chose que nous allons apprendre ce soir, nous allons quand même savourer cette citation de Daniel Pénac qui dit « Le 21e siècle sera spirituel, le chômage s'y emploie ». On a compris tout de suite que le chômage est devenu un emploi que nous jeunes avons au 21e siècle. On n'a pas de boulot, mais c'est quand même un emploi. Ça veut dire que c'est compliqué au 21e siècle. C'est ce que Daniel Pénac nous dit. Je reprends, le 21e siècle sera spirituel. Le chômage s'y emploie. Nous avons également l'habitude de corriger quelques imperfections langagière dans cette rubrique. On va également profiter pour corriger ce que nous disons habituellement, essai blanc. C'est la période des examens. Les gens disent souvent on avait fait un essai blanc. Non, ça ne se dit pas. On dit plutôt un essai ou un examen blanc. Puisque essai, c'est déjà blanc. Essai, ça veut dire que c'est déjà blanc. Donc, il faut dire examen blanc ou essai simplement. Ou carrément dire qu'on a fait un blanc. Au lieu de dire on a fait un essai
blanc. Différence entre deux mots, nous avons le mot session et le mot session. Ce sont des homonymes homophones parce que les deux mots se prononcent de la même manière. Mais le premier mot se diffère du second par le C et l'autre c'est S. Session veut dire action de céder quelque chose à quelqu'un. J'ai fait une section de mon poste à Roger, je lui ai donné mon poste. Maintenant, section deuxième partie, c'est période ou moment. On est lors des examens, donc chaque candidat écrivait le second mot. Session, lui décrit le premier avec ses sessions juin, session juillet, etc. 2021. Pour finir, nous avons une image du jour comme d'habitude. Comment est-ce qu'on appelle cela? Ce qui nous intéresse sur l'image, c'est le trou là que la dame utilise pour voir le monsieur dehors. C'est une porte. Maintenant, il y a un trou souvent qu'on utilise pour voir les gens, souvent dans les cités, etc. Il faut voir qui a la porte pour l'ouvrir, etc. Roger a une idée du nom. Comment on l'appelle en français? Bon, aucune idée. Aucune idée. Pierrette non plus. On l'appelle en français le Judas. Le Judas. Ah, ça trahit. Oui, ça trahit. On suppose que c'est un truc qui permet de trahir les gens. Donc, on l'appelle en français le Judas. J-U-D-A-S. Le Judas. J-U-D-A-S. Voilà donc qui met fin à Top Secret de la langue de Molière. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toi, Benjamin. Merci également à Pierrette et à Roger qui étaient des nôtres ce mercredi. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je n'oublie pas toute l'équipe technique, Jeff, Folie et tous les autres. Nous allons dire au revoir et à mercredi prochain.